Je suis vraiment ravie. Donc, je m'appelle Françoise Hernaez, je suis Head of Luxury chez Kantar. Je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Normalement, nous devions avoir Marie-Agathe Nicoli, qui est notre directrice générale, qui est malheureusement touchée par le virus et à l'isolement. Donc, elle va nous suivre virtuellement. Je vais juste... voilà. Vous dire la démarche, en fait, les mots qu'elle souhaitait vous partager. Elle souhaitait vous dire que Kantar travaille de longue date avec des marques de luxe, avec des marques de l'univers de la mode, de la joaillerie, des vins et spiritueux, de la beauté sélective. Et sa stratégie aujourd'hui est de devenir vraiment un partenaire expert sur la connaissance des clientèles du luxe. C'est vraiment un objectif. Cet événement marque un peu le lancement de cette volonté de se rapprocher de vous, de mieux vous connaître et de mieux connaître vos clientèles. Il y avait des premières pierres qui avaient été semées. Il y avait un événement au Lutetia en 2021 qui était déjà un premier pas. Et nous allons organiser toute une série tout au long des mois à venir de rendez-vous, de webinars pour vous alimenter, pour vous partager des insights sur les études que nous menons. Et nous sommes là pour échanger avec vous, répondre à vos questions. Marie-Agathe voulait insister aussi sur le fait qu'on est en France, que beaucoup de marques de luxe ont des pilotages stratégiques et des décisions qui sont ici, et que vraiment pour nous, c'est important, c'est un secteur important, stratégique. Et voilà en gros le résumé de son propos. Je vous remercie de nous accompagner, vous voyez, avec ces très belles images. Bienvenue particulière à tous nos speakers qui sont venus ce matin. Donc, nous avons Éric Brionez, Jean-Benoît Périssol, Cécile Lochard, Sonia Gerbinsky, Emilia Simonin. Et vous voyez nos équipes et nos experts Kantar juste en dessous. Le concept de cette matinée, c'était vraiment d'avoir une dimension conversationnelle et d'échange avec des experts des marques et des experts Kantar. Pour nous, c'était très important d'avoir cette dimension-là. Donc, bienvenue à tous ces experts. Donc, ça fait beaucoup de speakers. Donc, on va avoir un rythme assez soutenu. En général, 8-10 minutes dans nos prises de parole successives. Et voilà. Je vais commencer juste, ça c'est mon petit mot personnel sur l'introduction pour contextualiser. Je trouve que nous sommes tous dans des environnements assez chaotiques, compliqués à gérer, que nous devons aider des marques au pilotage et que finalement, pendant cette période difficile et aujourd'hui où c'est toujours très compliqué, ces deux mots de chaos et désir, pour moi, caractérisent le contexte, particulièrement dans l'univers du luxe, puisqu'on le voit à travers des études que nous menons comme Brandsy. Les grandes marques ont réussi à continuer à cultiver le désir, à continuer à faire rêver, plus que jamais. Et j'ai cette citation que j'ai empruntée à Cyril Vigneron, le CEO de Cartier, que je trouvais magnifique dans un post très récent, qu'il avait illustré, je pense, avec un ciel magnifique étoilé. Et il parlait de ce contexte compliqué et finalement du rôle des marques en disant « When the sky is dark, stars shine even more ». Et pour moi, ça résume vraiment bien la situation. C'est quelque chose d'important à avoir en tête et que certainement vous voyez tous les jours. Alors peut-être le visuel est un peu violent pour le troisième mot, c'est celui de clash. Mais pour moi, le luxe, c'est le paradoxe. De toute façon, c'est vraiment, on va retrouver énormément de paradoxes. Mais plus que jamais, à travers la révolution digitale, à travers l'intégration du développement durable, à travers l'intégration de nouvelles clientèles, on a des tensions avec des valeurs paradoxales, contradictoires,
à piloter. Pourquoi je souligne ça? Parce que finalement, ça nécessite de la part des marques de cet univers du pilotage stratégique avec des experts que vous êtes vous et avec des partenaires que nous sommes ce matin, des partenaires d'études et des partenaires tech. Et voilà, c'était juste pour vous redire que on sait que c'est un travail très complexe aujourd'hui de piloter ces marques, que ça n'est pas facile. Et voilà mon petit mot d'introduction. En parlant de créativité, je vais saluer notre partenaire Mira. Vous voyez l'habillage qu'on a vu de la Tour Eiffel est fait par cette équipe qui est partenaire ce matin, qui crée des ponts entre réel et virtuel. Donc ce sont des créateurs de métaverse qui ont la particularité de travailler vraiment sur une très haute qualité sonore, visuelle et de proposer des expériences qui sont magnifiques en appui sur des œuvres ou des monuments numérisés. C'est pour ça qu'on parle de réel et de virtuel, puisqu'il y a ces ponts qui sont importants. Donc ils nous accompagnent toute la matinée avec les transitions entre nos différents speakers et nos différentes prises de parole. Et à la fin, vous avez vu les postes, là, vous avez l'équipe Mira qui vous proposera de voler dans la Tour Eiffel, dans son architecture, une expérience de réalité virtuelle. Et je remercie Thomas Tassin et ses équipes qui sont là ce matin pour vous proposer cette expérience et nous accompagner. Alors, juste avant de laisser la parole à nos speakers, je vais vous présenter le programme qui est dense. On a ces 4 niveaux. Nous allons commencer, la Tour Eiffel est un peu comme un arbre ce matin. Nous allons commencer par les feuilles, le sommet, et parler des désirs d'art et de culture avec 3 personnes qui sont Éric Brionès qui dirige le Journal du Luxe, qui ce matin prendra plutôt sa casquette de dark planner pour nous parler des cercles du désir. Ensuite, nous aurons le point de vue de Anne-Lise Tourcel, notre experte média créa, qui parlera des tendances créatives liées à l'univers des arts et de la culture intégrées par les marques. Et enfin, nous aurons le témoignage de Jean-Benoît Périssol de la marque Piaget, qui nous parlera de son point de vue très particulier dans l'ADN de sa marque sur l'art et la culture. Nous passerons ensuite à un deuxième niveau qui devient vraiment stratégique pour toutes les marques et les marques du luxe en particulier, qui est ce niveau lié à l'éthique, à la sustainability, à la transparence. Et là, nous avons conçu un échange entre 2 experts de domaines très différents. Nous aurons Cécile Lochard qui dirige le développement durable de la marque Guerlain et qui est une marque par excellence qui nous a montré que le durable pouvait être désirable. On est vraiment dans notre thématique. Et en même temps, elle sera challengée, interrogée par notre experte data, Virginie Lanvers, qui dirige l'équipe Analytics, ce qui nous a semblé intéressant de s'interroger sur les repères, sur la progression, sur la comparaison dans ce domaine-là, avec une marque qui est très avancée dans sa démarche. Nous irons ensuite sur le désir d'expérience. On sait tous que pour le commerce, la dimension expérientielle est essentielle aujourd'hui. Nous avons 3 experts dans ce domaine-là. Nous avons Sonia Zerbinski de The V Factory Paris-Shanghai, qui est une experte de tout ce qui se passe en Chine et qui nous a préparé vraiment quelque chose pour nous inspirer, plein d'études de cas très inspirantes. Et nous irons ensuite avec Emilia Simonin et Adrien Germain-Thomas sur les résultats d'une étude que nous avons menée en partenariat au mois d'octobre. Donc elle s'est terminée juste il y a 2 semaines en fait, grâce à Altion, notre partenaire sur ce que nous appelons des cibles rares, donc des gens qui ont des moyens élevés et qui ont une appétence pour le luxe, pour savoir quelle est leur expérience. Et Emilia nous parlera de sa manière de gérer cette dimension expérientielle qui est essentielle pour Moët & Cie. Et nous arriverons, je continue ma métaphore de l'arbre, là sur les fondamentaux, les racines, la base, avec notre experte des études fondamentales, des études d'UEA, de segmentation, qui est Nelly Papa-Panayotou, et qui nous partagera en exclusivité les résultats de l'étude Altion sur ces désirs des cibles VIP.
Donc je vais laisser tout d'abord la parole à Eric. J'invite les autres speakers, si vous voulez monter sur scène, Anne-Lise, Jean-Benoît, vous pouvez venir en même temps que vous serez aux premières loges pour observer et écouter Eric qui va nous parler des cercles du désir. Bienvenue Eric. Bienvenue Anne-Lise, bienvenue Jean-Benoît. Bonjour à tous. Toujours un bonheur de se retrouver en réel. Merci Kantar d'être partenaire de cet événement qui va, ma foi, j'espère bousculer, puisqu'on va parler de désir. Et j'ai le plaisir de vous présenter une keynote sans démagogie, peut-être qu'il va clasher, mais peu importe, c'est le rapport entre art et luxe. Et on va voir dans cette présentation à quel point le luxe, c'est se nourrir de l'art pour développer, booster sa désirabilité. Et déjà, ce premier visuel, Lucifer se nourrit d'Apollon, Lucifer le luxe, Apollo le monde des arts. C'est parti, je vais vous proposer du coup un voyage. Alors on est dans les cercles de Dante. J'aurais bien aimé comme musique avoir les Rolling Stones Sympathy for the Devil, mais bon, voilà, on a raison gardée. Donc je vais vous proposer un voyage de 5 cercles où on va monter en puissance en termes de désirabilité, comme on va monter en termes d'utilisation, entre guillemets, de l'art. On commence tout de suite par le cercle numéro 1. Et là, c'est une injonction: valoriser le capital culturel, que dis-je, le snobisme culturel de vos clients, les clients du luxe. Alors, ce mot très intéressant, ce claim, savoir, c'est la nouvelle jouissance, c'est la nouvelle possession. Il faut vraiment aujourd'hui rimer consommation du luxe, achat du luxe et capital culturel, donc artistique. Et c'est vrai que cette appétence pour la culture, elle est fondamentale par rapport à la cible chinoise, de la Gen Z chinoise, qui est obsédée par son développement personnel, en particulier sa culture, dans sa culture. Et c'est vrai que c'est incarné pleinement par ce concept retail que j'adore, qui est le cultural retail, fusion totale entre l'exposition et le shopping, incarné par la chaîne K11, hongkongaise, qui vient mainland maintenant, ou Skippy. Faire briller son snobisme culturel, par exemple aussi, au-delà de la Chine, en assistant sur des cours philosophiques d'Harvard par le créateur de Gucci, et lire son premier livre philosophique, ici. Mais on peut aller encore plus loin dans la valorisation de la cliente. C'est ça aussi, ce snobisme culturel. On voit ici Vuitton qui présente, ma foi, la cliente, la femme Vuitton, comme une grande littéraire parisienne ou comme une collectionneuse d'art aguerrie. Donc vraiment ici, première dimension. Donc le deuxième cercle, c'est exhiber votre factory d'amis, mais pas n'importe quels amis, des artistes et des artistes consacrés. On se rappelle ce visuel historique à quelques kilomètres d'ici à Paris. Ici, alors, vraiment l'idée, elle est simple. C'est de savoir mettre en scène son cercle. On voit le cercle Saint-Laurent, ce nouveau Saint-Laurent qui fait résonance complètement avec le goût culturel qu'avait Yves Saint-Laurent. Le cercle Bulgarie, ici. Ou le premier rang des 25 ans pour la Fendi Baguette. Montre-moi ta liste d'amis célèbres et artistes et je vais te désirer encore plus. On monte dans le désir. Et là, on va parler marketing. J'adore le marketing du luxe, il existe ici. Et cette idée, c'est de multiplier les collisions, j'emploie bien le mot collision artistique avec votre mix marketing. Alors ces collisions, elles ont été conceptualisées par Alexandre Arnaud. Collision où on voit ici que aujourd'hui, on doit être dans un monde d'intersection, vraiment de clash, mais de clash positif entre luxe et culture, pop culture. Et là, c'est la pleine incarnation. Quand vous voyez la dernière grande campagne Tiffany, campagne de marque, eh bien, c'est le prolongement direct des clips du dernier album de Beyoncé Renaissance. Donc vous voyez, ce n'est pas Tiffany qui s'est adapté ici. Non, c'est Tiffany qui s'est adapté et pas Beyoncé ici. Donc vraiment, on est dans un mimétisme complet, même univers de clip, même univers de campagne, pure collision. Autre collision, on en a parlé, ça peut paraître assez incroyable, cette campagne Gucci qui est un vrai mash-up avec l'univers Kubrick, qui a été finalement autant aimé
par les fans de Kubrick, et Dieu sait qu'ils s'étaient obsédés du détail, que par les fans de la marque. Et puis, je parle de mix marketing, et bien sûr, il faut parler de la boutique. Et là, c'est vraiment la collision complète entre art et boutique du luxe. La boutique de luxe devient œuvre d'art totalement immersive. Comme Ira, on est dans l'immersion. L'immersion dans cette collision, c'est que finalement, dans une boutique de luxe, on se promène dans l'œuvre d'art. On est au cœur de l'œuvre d'art, avec des exemples comme Marni, Gentle Monster, Carita ou encore Vuitton ici. Et puis, on va encore plus loin. Et là, on parle vraiment de marketing. Bien sûr, vous avez tous visité, vous connaissez forcément le Dior 30 Montaigne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un pari dans le 30 Montaigne, c'est de faire cohabiter musée et flagship. Et les conclusions commerciales sont étonnantes, puisque M. Beccari nous dit concrètement, quand le musée ferme, les ventes baissent. Donc on voit, on est dans cette collision commerciale totale ici. Et puis, collision à travers, bien sûr, les arts digitaux, les jeux vidéo. On voit ici, au terme de produits, avec cette création inspirée de Minecraft. On voit la présentation du flagship, premier flagship, Jacquemus sur TikTok, qui est inspiré de la forme FPS. Et on voit, bien sûr, in fine, saint dessin de la communication et de l'art digital, crypto, à travers cette collection de crypto art chez Tiffany avec le pendentif CryptoPunk. Donc vous voyez, on monte en désir ici, la collision art, luxe crée le désir. Le cercle numéro 4 est très intéressant. C'est faire de l'artiste la voix créative de votre maison, qui est bien utile quand la créatrice a une voix qui porte peu. Et là, l'exemple, c'est Chanel, clairement, où vous avez Kristen Stewart, qui a été consacrée muse du prêt-à-porter 2023 et qui commence par un portrait en creux de qui elle est. Et donc, c'est l'artiste qui est vraiment l'inspiration de la collection. Il remplace quelque part, même renforce la voix de la créatrice. Même chose pour encore Tiffany. Quel est le créateur Tiffany? C'est Beyoncé ou les équipes? Eh bien, en tout cas, Beyoncé donne le purpose de la maison, the joy of being one's unapologetic self-love. Donc forcément, quand vous avez un purpose qui a une petite résonance marketing, eh bien l'impact est moindre. Mais quand du coup vous avez une icône de la pop culture qui le porte, eh bien la désirabilité n'a pas photo ici. Et enfin, pour terminer, le cercle numéro 5. Donc vous voyez, on rentre de plus en plus dans l'intégration. Et là, c'est la consécration totale, l'objet de luxe et objet d'art ici. Donc l'exemple, bien sûr, on l'avait vu à travers Copernic, cette robe performance, mais on peut citer bien sûr l'Arty, Capucine, Vuitton et autres. Mais ce n'est pas simplement l'objet d'art, c'est aussi l'événement luxe qui devient un événement d'art populaire. Avec 3 exemples ici, le grand numéro Chanel, on a forcément aussi Hermès à la Villette, on a Saint-Laurent qui s'invite au musée, mais pas n'importe quel musée, 6 musées. Donc vous voyez ici, là, on est dans cette consécration où l'événement de luxe devient un événement d'art populaire. Et pour terminer, très naturellement, bien sûr, eh bien, c'est le créateur qui devient un artiste. Alors, jumeaux et autres, que nous soit à travers Virgile, Karl ou Demna, on est vraiment dans ce discours. En particulier, je citerai Demna Balenciaga qui propose et qui demande aux créateurs de mode de créer, d'être une plateforme culturelle. Donc vous voyez, on est vraiment dans une fusion totale. Voilà les cercles, 5 cercles, comment le luxe se nourrit de l'art pour développer sa désirabilité. Et pour terminer, j'ai envie de dire gloire à ça. Non, gloire à Lucifer. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci beaucoup pour cette magnifique keynote qui finit en feu d'artifice sur les micros. Donc on va passer la parole à Anne-Lise. Anne-Lise, tu es notre experte média créa. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça en termes de territoire d'expression ? Alors effectivement, bonjour à tous. Je vais repasser effectivement sur les tendances et les territoires de communication. Comme le soulignait Eric, on a une nouvelle forme d'élitisme fondée sur ce partage d'art et de culture commune. Et comme je suis une experte de la communication et des études, un peu quantitativiste par mon parcours, j'ai souhaité structurer cette réflexion autour de 4 grands pôles. Effectivement, on voit cette
cette tendance d'un partage d'art et de culture élitiste que j'ai appelé sur ce slide Inner Circle et sur lequel je reviendrai rapidement, mais que a magnifiquement illustré Eric à l'instant. Mais au-delà de ce partage culturel et artistique assez élitiste, on a effectivement, selon moi, 3 autres tendances ou axes de communication qu'on observe en croissance, en développement aujourd'hui dans le luxe. Tout d'abord, et Eric le mentionnait également, cette fusion, cette intégration d'art plus populaire qui se développe notamment autour des communications avec des références autour de la pop culture. Deuxième axe ou tendance que l'on observe très fortement en croissance ces derniers mois, c'est tout ce qui va être la communication autour d'engagements de transparence, une conscious culture finalement autour d'engagements de réflexion sur la société, l'environnement et la manière dont cela infuse et transforme nos maisons, nos marques de luxe. Enfin, dernière tendance, et peut-être plus nouvelle sur les marques de luxe en termes de communication, celle qu'on a appelée happiness. On observe aussi ces derniers mois une tendance à une communication plus joyeuse, plus décalée, avec un ton et un style plus léger, presque humoristique, qu'on observe dans de nombreuses communications. Alors, comme je vous le disais, je ne reviendrai pas longuement sur le premier axe, sur l'Inner Circle. Je trouve que le salon littéraire de Chanel, animé par Charlotte Casiraghi, est vraiment un très bel exemple de cet axe de communication, avec une diffusion régulière en podcast de ces rencontres littéraires entre Charlotte Casiraghi et des autrices contemporaines. Mais cette tendance s'illustre aussi parfaitement avec toutes les collaborations, et Eric en a fait mention d'un certain nombre, des collaborations avec des artistes, le sac Capucine de Vuitton, avec à chaque saison des collaborations. Par exemple, sur la dernière saison, on avait entre autres un sac avec Daniel Buren. Ces collaborations vont maintenant effectivement jusqu'au théâtre, à la danse, à des manifestations live qui infusent et qui se nourrissent les unes des autres. Mais au-delà donc de cet art plus élitiste, finalement, on va avoir également une infusion des codes de la pop culture. Et je pense notamment à cette campagne Balenciaga Simpson qui a été lancée en ce début d'année avec carrément un épisode de la saga Simpson avec Marge qui rêve et qui va avoir à la fin sa robe Balenciaga. Ce qui semble intéressant finalement là de voir, c'est la place croissante de ces cultures populaires et dans toute leur diversité. On vient de mentionner la série télé, mais on va retrouver, comme le disait Eric, les films avec la campagne Gucci en référence, en hommage au film culte de Kubrick. Mais on va retrouver également le hip-hop avec, j'ai un exemple qui me vient en tête assez fortement parce qu'on a eu la chance de le tester avant sa diffusion, c'est la campagne Martel au Nigeria. Donc, cette campagne Martel s'est faite en collaboration avec Davido, auteur, compositeur, producteur américano-nigérian de rap. Et on a eu la chance donc, de la prétester avant cette diffusion. Et on l'a d'ailleurs récompensée dans nos Creative Effectiveness Awards cette année, puisqu'elle s'est hissée au 2e rang du classement télé des meilleures publicités que nous avons pu prétester. Cette campagne donc, est à l'intersection entre marque de luxe et hip-hop, mais également à l'intersection avec le metaverse, puisque dans cette campagne, on voyage dans un univers de metaverse avec Davido. Alors, 3e tendance, au-delà de la pop culture, on observe de plus en plus de communication autour de cette conscious culture que marques et audiences vont partager de plus en plus. Je vous laisse admirer ce magnifique visuel de la campagne Aqua Allegoria de Guerlain qui résume très bien cette tendance de communication. Je laisserai Cécile Lochard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, parler plus de ces enjeux. Mais cette campagne illustre très bien la volonté de communication et de transparence autour à la fois du sourcing et des process de production. On retrouve cette tendance de plus en plus dans les communications au cours des derniers mois. Je pense par exemple à la roseraie de Dior ou à toute la communication de Dior autour du sourcing et de la production d'un parfum emblématique tel que J'adore, ou à d'autres campagnes autour du développement durable, par exemple avec Balenciaga.
Alors, quatrième tendance, et pour moi, ce que je vous disais, la plus nouvelle aujourd'hui, c'est le développement de communication sur un registre et un ton et style plus décalé, plus léger. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être les marques de luxe allaient moins auparavant. On peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pertinent. Je suis convaincue aujourd'hui que ça l'est fortement, d'autant plus dans un temps, une période chaotique, comme le mentionnait Françoise au début. On a chez Kantar des données qui nous prouvent que les audiences, les consommateurs sont en attente de légèreté, d'aération finalement de leur quotidien. Et ce ton et style plus décalé est tout à fait pertinent pour les marques aujourd'hui, y compris les marques de luxe, pour s'exprimer et entrer en connivence avec leurs audiences. Vous voyez ici l'exemple également mentionné par Eric de l'OEV, avec ces campagnes qui sont à la fois très belles, qui rendent sublimes à la fois leurs vêtements et leurs sacs, mais tout ça dans un univers décalé, léger, prosaïque, avec en l'occurrence là ces végétaux et cette citrouille surdimensionnée. On retrouve ces axes de communication plus légers dans un certain nombre de campagnes assez récentes. Je pense par exemple à la campagne de la fête des mères de Chanel avec ses enfants déguisés en produits emblématiques de la marque, qui est un registre également là très léger, très décalé, ou encore à la magnifique campagne Lacoste de cette année, Unexpected Meetings, qui met en scène des rencontres inattendues sur un ton léger avec un registre créatif extrêmement coloré, joyeux et énergisant. Alors, en experte des études, pour aider à cette réflexion et structurer ces tendances de communication, on a utilisé un de nos outils qui s'appelle Nitscope AI. Nitscope nous permet finalement de décoder les territoires symboliques de communication au travers des motivations profondes des consommateurs à l'égard des marques. On a développé sur cet outil une intelligence artificielle qui nous permet d'injecter des contenus créatifs et d'identifier quel est le territoire symbolique de communication véhiculé par cette communication. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans un univers où on est en présence continue, en communication de manière assez protéiforme sur différents points de contact, finalement cet outil va vous permettre de mesurer et de vous assurer de la cohérence de vos communications d'un support à un autre, d'une campagne à une autre, d'un média à un autre. Quand j'ai injecté l'ensemble des contenus que j'ai partagés avec vous ce matin dans cette intelligence artificielle, ça confirme ces tendances puisqu'on retrouve ces contenus structurés sur deux grands axes. D'un côté, sur l'axe vertical, un axe qui se structure entre tradition, héritage en bas, et en haut, vous voyez un besoin d'énergie, d'exploration, de dynamisme. Et sur le deuxième axe, la communication se structure entre un besoin d'affirmation de soi, assez individualiste, et de l'autre côté, un besoin d'énergie collective, de partage, de connexion à la fois au monde et aux autres. Et assez logiquement, on retrouve des campagnes emblématiques que j'ai partagées avec vous ce matin sur ces 4 mappings qui, quelque part, emblématisent les différentes tendances, à la fois l'affirmation de soi, la communication autour d'énergie très collective avec la campagne Martell, la connexion aux autres, l'univers décalé, énergique avec la campagne Lacoste, la volonté de s'ancrer à la fois dans un héritage de grande maison, mais d'être connecté et ouvert au monde avec Guerlain et Aqua Allegoria. Et enfin, avec Châtel, l'ancrage dans l'héritage et l'affirmation de soi avec la campagne sur la montre J12. Autre moyen, et j'en terminerai par là, de vous assurer à la fois de cette cohérence, mais de l'efficacité auprès de vos cibles, de vos contenus créatifs, c'est notre méthodologie Live Creative Room qui vous permet de tester vos contenus de manière extrêmement rapide, en 48 heures, par une approche unique mêlant quanti, pour s'assurer d'un potentiel auprès de vos audiences, mais également quali, pour vraiment creuser et optimiser les contenus que vous développez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Lise. Alors, je vais accueillir maintenant Jean-Benoît Périssol. On a échangé dans la préparation de cet événement et c'était vraiment un plaisir de découvrir. Comment ça s'appelle, votre signature déjà? Quelle signature? La signature de la marque Piaget. On va la découvrir peut-être maintenant. On va garder un peu de suspense. Alors,
D'accord. On Je va vous laisse partir la beaucoup parole, plus terre à terre Jean-Benoît. que toutes ces idées, puisqu'on parlait d'une maison, qui est une maison qui a bientôt 150 ans, donc qui fait partie du groupe Richemont, qui est une maison qui a une double particularité, qui est à la fois horlogère et joaillère, ce qui est assez rare dans notre univers. Voilà le clem dont on parlait tout à l'heure, mais on va l'expliquer un petit peu. C'est une maison qui a une tension un peu particulière, qui est à la fois suisse, qu'on appelle la Côte aux Fées, c'est l'endroit où est né Piaget, à Genève, donc la rigueur suisse avec la montre, avec vraiment des mouvements très précis, etc. Puis un côté un peu de certaine folie qu'a la maison, qui a une volonté de, on va dire, de partager la joie, de la joie qui est liée essentiellement à la famille Piaget, avec un personnage qui, au sein du groupe Piaget, a été Yves Piaget, qui est quelqu'un qui était l'ambassadeur de la maison et qui a créé ce qu'on a appelé la Piaget Society, c'est-à-dire il a réuni à la fois des clients, des amis de la maison, qui soient des artistes, des célébrités, des gens moins connus, et ils allaient faire la fête, des dîners un petit peu partout. Donc il émanait une certaine folie qui se retrouvait dans sa création. Donc quand on parle de création chez Piaget, on voit qu'il y a le côté très suisse, très joli mouvement, puis le côté un peu plus sur la joaillerie montre un peu plus particulier. C'est une maison, quand on parle d'artistes ou de culture, avant toute chose, il faut qu'on parle des artisans. Parce qu'aujourd'hui, la maison, il y a les gens qui créent les choses. Et chez Piaget, c'est un élément, mais comme dans beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui encore, c'est l'artisan qui fait le produit. Et le produit peut être considéré comme une œuvre d'art parce qu'il y a un savoir-faire particulier, parce qu'il y a un travail de l'or. Par exemple, chez Piaget, on fait des chaînes, on tisse l'or, donc qui sont des choses qui font un petit peu rêver. Et depuis toujours, la famille Piaget a apporté une grande importance à ces artisans qui considèrent comme des artistes. Et dans les années 50, la maison était assez précurseur par rapport à d'autres. C'est qu'elle n'a pas pris quelqu'un du sérail pour diriger sa création, mais elle a pris un artiste, quelqu'un qui venait des arts décoratifs de Genève, qui est ce monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean-Claude Guay, qui pendant des années est arrivé à la Côte aux Fées, donc en Suisse, dans le Jura suisse, avec ses pinceaux, ses gouaches, ses crayons. Et c'était un petit peu un choc de culture parce que c'était des artisans qui avaient l'habitude de travailler. Et d'un seul coup, il a insufflé une nouvelle créativité et il a créé des choses qu'on pensait un petit peu pas possible d'être fait parce que techniquement, on disait mais c'est pas possible. Donc voilà. Après, la maison Piaget a une histoire avec la culture et l'art qui est très liée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les rencontres de Yves Piaget, avec un certain nombre d'artistes. Le premier d'entre eux, c'est Andy Warhol, qui était, bon ça je montrais les éléments tout à l'heure, de travail de l'or, etc. Et le premier d'entre eux, c'est Andy Warhol, qu'on voit avec son appareil photo, et la personne qui est là, c'est Yves Piaget. C'est une rencontre, une amitié qui s'est créée entre deux hommes dans début des années 60, à l'époque où Andy Warhol n'était pas encore la star qu'il est devenu par la suite. Et c'est quelqu'un qui était présent dans tous les rendez-vous lorsqu'Yves Piaget allait aux États-Unis, le rencontrait, etc. Et de cette amitié est née la création d'une montre. Andy Warhol, c'est assez connu, était un fan de montres, mais cherchait une montre un peu particulière. Et Guerlain lui a fait ce qu'on appelle la montre Andy Warhol, qui est une montre vraiment assez particulière aujourd'hui, qui avec une pierre dure derrière, donc voilà, qui sortait un petit peu de l'ordinaire pour l'époque. On a eu d'autres rencontres également avec des gens un peu plus fantasques, on va dire avec Dali, qui était un personnage, comme tout le monde le sait, qui était un peu, on va dire, secoué entre nous. Et Dali avait créé, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, ce qu'il appelait les Dali d'or. Il s'était fait une monnaie à son effigie. Et au moment de créer cette monnaie, il fallait se tourner vers quelqu'un qui était capable de le faire. Et il se trouve que Piaget lui a dit, écoute, amène-moi tes trucs, on va regarder ce qu'on peut faire. Et il a créé sa monnaie. Et après, Dali a dit, mais ça serait peut-être intéressant, j'aimerais avoir un truc un petit peu particulier, un bijou particulier. Donc on lui a fait ce qu'on appelle une montre à secret. Donc vous voyez, c'est une montre que lorsqu'elle est fermée, on ne voit pas que c'est une montre, on a l'impression que c'est un bracelet. Et quand on ouvre, on découvre ce côté-là. Donc toute la collaboration avec Dali, donc voilà, c'était monté par Piaget, je vous ai mis la publicité de l'époque. Alors, pour être très franc, je ne suis pas certain que c'est révolutionné les ventes chez nous, mais en tout cas, c'est un exploit technique pour la maison. Et après, il y a d'autres choses, des collaborations qui n'étaient pas commerciales, ou finalement avec Armand, qui est l'artiste que vous connaissez, sculpteur, qui a fait tous ces violons. À un moment donné, il y a eu un problème technique qui s'est posé pour lui, c'est comment finalement je travaille l'or et comment je fais l'or. Et une fois de plus, Yves Piaget, qui était ami, il dit, viens, on va regarder à la manufacture ce qu'on peut faire avec toi. Et on a réalisé avec lui ses œuvres d'art. Après, la collaboration a été faite avec d'autres personnes, avec César, etc. Donc je passe qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dessus. Et très vite aussi, la maison Piaget s'est intéressée à la photographie en tant qu'art. Donc c'est parti des nouveautés. Donc on a commencé avec Richard Avedon. On n'est pas la seule maison à avoir fait, puisque beaucoup d'autres maisons de luxe l'ont utilisé. Mais les premières campagnes qui ont été faites avec Richard Avedon. Après, on a travaillé avec Pierre et Gilles, ce qui était assez nouveau dans cet univers dessus. Et après, la dernière campagne qu'on a pu faire avec Michael Johnson sur cette campagne. Ce qui est amusant, c'est, j'en disais tout à l'heure, les différents cercles. C'est vrai que nous, ces cercles-là sont inhérents à la maison, notamment cette notion de joie, de travailler avec des collaborations. Et surtout, c'est une maison qui a toujours été assez
en avance sur son temps, de par ses créations, de par ses éléments, et la culture est intrinsèque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de retrouver ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on a des racines qui sont importantes, les ailes qu'on va lui donner sont en train de développer, et dans 2 ans, on va fêter nos 150 ans, donc là, il y a une petite surprise qu'on vous réserve, notamment au niveau de l'art. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, et une dernière création. Merci. Je vais laisser peut-être d'abord la parole à toi, Cécile, avec le petit film magnifique qui explique pour moi comment la durabilité peut être désirable. Et après, je vous laisserai engager la conversation toutes les deux et échanger sur cette thématique ce matin. Je te lance. Merci. On est déjà embarqué, non? Donc, merci Cécile pour cette inspiration. Alors avec vous ce matin, on va explorer un des territoires du luxe probablement les plus scrutés et en tout cas les plus essentiels, celui du développement durable. Et sur un angle très très précis, la transparence, en tout cas le désir de transparence. Et dans votre univers qui a traditionnellement le culte du secret, la transparence, est-ce même possible, Cécile ? Bonjour à tous, tout d'abord. Mais vous le voyez, Virginie, c'est possible, puisque, donc, encore une fois, pour rester très humble et recontextualiser, ce film, certes, nous avons réussi au développement durable chez Guerlain à craquer l'Instagram de la maison, qui est aujourd'hui l'un des premiers médias, comme vous l'imaginez bien, et comme vecteur de communication. Donc bien sûr, ce film est disponible sur notre site internet, sur l'Instagram, on l'a beaucoup poussé. Mais effectivement, il y a quelques années, cela n'aurait pas été possible. Voilà. Et ce désir de transparence et de traçabilité, de façon générale, j'ai envie de vous dire, on n'a pas interrogé nos clients. On s'est lancé et on le sentait. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que Guerlain est engagé en matière de développement durable, à créer ce département. Et nous n'avons jamais produit de tests consommateurs. En revanche, notre ressenti, il est vrai, il y a 3 ans, je vais remonter cette accélération à 3 ans, ce passage à l'échelle, l'accélération, la systématisation du développement durable, au travers notamment de l'innovation durable, le deuxième pilier qui vous a été présenté dans cette vidéo, c'est-à-dire la transformation de notre offre, tout simplement, l'éco-design, l'éco-formulation, la transparence aussi sur les cycles de vie de nos produits au travers d'une plateforme pionnière que je vais vous montrer ici. Après.
Voilà, vous voyez, elle n'est pas très sexy et désirable. Ça, c'est de l'avis même de notre direction digitale et marketing. Mais il y a 4 ans, Guerlain était la première maison à dévoiler finalement ses coulisses. Et quand je dis première maison dans le luxe et dans la cosmétique de luxe, puisque Birespect l'a mal nommé, hein, nous ne nous adressons pas ici à tous nos programmes de conservation, de protection de l'abeille, mais nous dévoilons, et là c'est une petite vidéo qui vous résume la trajectoire, le process et finalement la navigation d'un client qui se rend sur notre plateforme, sachant que cette plateforme, je le précise, on multiplie ses accès. C'est-à-dire que sur une fiche produit aujourd'hui, sur la e-boutique de Guerlain, vous avez forcément l'accès à cette transparence. Vous avez un push button en même temps que des eco-highlights également adressés sous chacune de nos créations. Mais voilà. Et j'ai envie de faire un tout petit un petit pas de côté. Alors, je vais inquiéter mes amis de chez Guerlain qui sont là, mais de ma vie précédente. Moi, j'arrive du WWF, donc je suis vraiment une militante. Et puis, j'ai écrit un livre sur le luxe et le développement durable il y a 11 ans, avec beaucoup de naïveté. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, pour moi, il était évident, je le voyais, je le sentais, je l'analysais. J'étais spokesperson sur les sujets de partenariat privé au Panda. Et puis le luxe me fascinait parce que je trouvais qu'il y avait une absence totale de prise de parole, finalement inversement proportionnelle au pouvoir, au spillover effect du luxe, à son pouvoir aspirationnel. Et toutes les actions qui étaient menées, pourtant, de façon très isolée, elles existaient, voire même des initiatives sectorielles très fortes. Comme chez nos amis de Piaget, Richemont. Et donc, j'ai écrit ce livre. Je suis allée interroger... Alors, c'était beaucoup plus facile d'interroger mes petits copains du développement durable à l'époque que de pénétrer au sein des maisons, mais elles ont accepté. Et certaines, pas toutes. Et je ne citerai pas celle qui m'a dit, là je vais être politiquement incorrecte, mais enfin, Madame Le Chat, vous n'y pensez pas, interroger une maison de luxe sur ses engagements en développement durable, ses actions, ses réalisations, c'est comme demander à une femme son poids, son âge. Et là, on arrive dans la transparence. Donc c'était finalement... ébranler complètement ce culte du secret, qui ébranlerait par ailleurs tout cet aspect très créatif finalement. Et moi je dis mais attendez, c'est pas un créateur des murs, c'est pas Dieu qui crée vos produits, il y a bien tout de même un back-office, mais il n'était pas transparent, en tous les cas il n'était pas souhaitable à l'époque, ou alors tout simplement, comme Françoise l'a très bien exprimé, au travers du clash, du chaos aussi entre les sémantiques. Il y a eu pendant des années un énorme problème. Moi on me disait mais pourquoi tu n'appelles pas ça plutôt le conscious luxury? Oui. N'appelle pas ça le développement durable, c'est très laid. Je dis certes, malgré tout, c'est la transition écologique, le développement durable. Peut-être qu'en français, d'ailleurs, ça passe beaucoup moins que la sustainability. Enfin, ça passe beaucoup moins bien que la sustainability en anglais. Donc là, vous avez bien respect. Et effectivement, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de se dire, comme vous l'avez vu sur la première vidéo, mais à quel moment dans notre dévoilement, dans cette nécessité de partager sur nos engagements, eh bien, on va hiérarchiser ce qu'on peut mettre en avant. Nous sommes la première maison à figurer sur le Yucca du climat, donc Nota Climat, qui vient d'être lancé. Bon, je vous adresse le sujet, vous imaginez bien qu'il va juste être adressé sur LinkedIn. Voilà. Donc, il faut aussi pouvoir hiérarchiser à chaque fois. Alors, il est évident que moi, directrice développement durable, je ne suis pas une femme de communication, pas une femme de marketing, mais j'adorerais que tous mes sujets soient adressés sur l'Instagram, sur la com, fassent l'objet d'un communiqué de presse, d'un dossier de presse. Cela dit, pour connaître quand même la bande passante de la communication corporate et de la presse chez nous qui est dédiée au développement durable, on a quand même fait le shift depuis plusieurs années, pour être très sincère. Et puis, être transparent et continuer surtout dans cette progression sur la durabilité, parce que le développement durable, c'est un processus itératif. Ça a aussi été le grand frein dans la façon dont le luxe a pu s'emparer, et encore une fois en externe, j'insiste, du sujet en communication, c'est qu'on n'est jamais parfait. Or, le luxe, c'est l'exemplarité, c'est la perfection. Donc, on a souhaité s'adosser l'an passé, et puis pour de longues années à venir, à un Sustainable Board, un comité éthique externe. Et finalement, ce ne c'est pas que la maison Guerlain qui s'adresse à son audience au sens large sur ses progrès, ses écueils aussi, parce que c'est aussi le sujet, échanger sur le développement durable, échanger en transparence sur ce qu'on fait, bien c'est aussi dire là où on ne va pas assez vite.
ou ce qu'on ne fait pas bien, ou ce qu'on a mal fait, et qui est un learning qu'on ne, bien sûr, reproduira pas. Donc nous avons créé ce Sustainable Board, ce comité éthique externe, qui conseille en direct notre comité exécutif. Et je peux vous assurer qu'avoir un président d'honneur comme Yann Arthus Bertrand n'est pas de tout repos parfois, parce qu'il est très cash. On a, par exemple, je ne vais pas tous les passer en revue, nos 13 experts, ça fait très saine, hein, ça fait très biblique, mais bon, ils sont 13. Et donc, on a la fondatrice, par exemple, de l'application Clean Beauty, donc, qui est une application digitale dédiée exclusivement à la notation de nos formules. Donc, on pense qu'avec eux, on ira plus vite. Et puis que eux, s'ils prennent la parole sur nous, ça aura beaucoup plus de poids. Alors, on va. Il y avait ça, tu voulais aborder? Oui, mais ça, on peut le garder non, pour la fin. alors je vais passer juste, pardonnez-moi. Nous allons passer, tu vois, il y avait on reviendra à ça après, puisque nous en étions à la question qui, moi, dans mon activité analytics, me préoccupe tout particulièrement. Parce qu'on a vu la façon dont vous communiquez vos actions de développement durable, Cécile. Moi, mon problème, c'est de le capturer d'une manière robuste et en fait pertinente sur le temps, pour la comparaison, la contextualisation. Alors, on est dans un univers, le développement durable, où il y a un foisonnement extrême en fait, d'indicateurs de classement. Là, ce qu'on vous met, ce sont les 17 objectifs des Nations Unies sur le développement durable qui se déclinent en 43 types d'engagements possibles pour chaque entreprise, qui elle-même se décline en des centaines d'indicateurs quantitatifs. J'avoue que certaines entreprises définissent elles-mêmes leurs métriques, sans en donner nécessairement la composition. Nous-mêmes, chez Kantar, nous avons depuis très longtemps, en fait, depuis les départs, les débuts de Brandsy, qui est cette étude récurrente, ce classement récurrent de la valeur d'equity des marques, nous avons intégré des items de développement durable depuis ses débuts, et depuis un an, nous avons même ajouté des indicateurs MSCI, donc très financiers, pour créer un index composite de développement durable qui contribue à la définition de la valeur de marque. Donc nous avons rajouté un foisonnement d'indicateurs. Alors Cécile, est-ce qu'il y a un bien commun, un langage commun, même en métrique sur le développement durable? Est-ce que c'est même souhaitable? Ça, c'est la première question pour vous. Et puis la deuxième question, et vous avez déjà un petit peu touché, c'est comment on s'assure sur la durée de sa robustesse et de son intégrité. C'est vraiment la question, nous qui nous travaillons dans la partie analytics. Donc, première question, est-ce qu'il est même souhaitable d'avoir un langage commun et des indicateurs communs sur le développement durable? Bien sûr, l'affirmative, elle ne pose même pas la question. Et déjà, vous parlez, Virginie, d'autoréférentiel. Nous, on est absolument contre. Parce que si chacun crée son propre référentiel, moi, demain, je juge que mon alcool, alors je ne l'appelle pas bio, l'alcool de mes parfums, je donne un autre nom. Non, bien sûr, c'est de se fonder sur les labels, les certifications, la réglementation, c'est un minimum, les plus exigeants. Maintenant, je me mets effectivement à la place d'un client. La jungle des labels, la jungle de ces certifications, la jungle des normes, on ne s'y retrouve pas beaucoup. En revanche, moi, en back-office, en tant que directrice développement durable, avec toute mon équipe, et même au nom de Guerlain, on ne peut pas rester au niveau de l'écume, il faut plonger. Et plonger, eh bien, c'est le terme que vous avez cité, la robustesse en développement durable, eh bien, on s'adosse à ces fameux labels. Maintenant, on en a par secteur, et il n'y a pas de label universel. Bien sûr, c'est bien de se fonder sur les ODD, les 43 sous-critères. Ça ne va pas nous suffire parfois dans le secteur de la beauté. Voilà. Et on a des initiatives sectorielles, bien sûr. Et ça, encore une fois, ça fait partie presque des coulisses. Mais c'est une nécessité. Oui. Pouvez-vous au moins nous citer un indicateur, un bien commun d'indicateurs sur le développement durable? Mais moi, j'ai des dashboards et des moniteurs partout, sur tous les sujets. Mais par exemple, si on parlait tout à l'heure de Nota Climat,
aujourd'hui c'est de toute façon une attente récurrente aussi de la part de nos clients, eh bien, le SBTI, Science Based Target Initiative, va valider la trajectoire carbone d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est une gageure, il faut y aller. C'est-à-dire que sinon, c'est très facile, et en plus, moi, je déteste le mot neutralité carbone, c'est très facile de dire, oui, moi, je vise la neutralité carbone sur mon scope 1 et 2. Bon, déjà, là, j'ai perdu la moitié de mes clients, voire 90%, d'ici 2 ans, et puis sur mon scope 1, 2, 3, d'ici 2030. OK, mais qui me prouve que les mesures que vous allez mettre en place sont les bonnes et que vous allez effectivement y parvenir, même si votre intention elle est la meilleure. Donc voilà, science-based driven, désolé, c'est très anglais, mais le science-based, la SBTI pour le climat, aujourd'hui la SBTI pour la nature, donc qui correspond aussi à l'atteinte à la biodiversité et la façon dont on tend à la régénérer, eh bien ça aussi, ce sont des métriques qu'on attend, parce que c'est aussi un work in progress. Hein. Oui. Alors, je vois que le temps qui nous est imparti arrive presque à sa conclusion, donc je vais passer à la conclusion sur cette partie-là, le désir de transparence, et en finir par le lien formel qui nous permet de quantifier les investissements dans le développement durable, d'abord sur la brand equity, ce que Kantar fait depuis des années. Ce que vous voyez là, ce sont des résultats de notre étude récurrente Sustainability Sector Index. Là, particulièrement sur le luxe. Nous développons, donc nous testons et nous traquons sur le temps la perception des items importants et leur impact sur la valorisation d'une marque. Sur le luxe, comme vous le voyez, nous en sommes à dégager des items particulièrement importants, comme l'impact environnemental, la cruauté sur les animaux, donc les inégalités économiques. Donc tous ces items nous permettent déjà de formaliser l'impact des investissements des entreprises sur leur brand equity. La frontière maintenant à franchir, c'est d'aller au-delà de l'impact sur la brand equity et de faire un lien formel, de créer un lien formel sur l'impact économique, commercial sur les ventes. Chez Guerlain, on a cette maturité, encore une fois, ça fait 15 ans qu'on fait du développement durable. Aujourd'hui, par capillarité, on touche vraiment tous nos métiers. Et donc, vous n'avez presque plus de produits, hein, je ne vais pas être outrancière, mais presque plus de produits chez Guerlain aujourd'hui qui n'encapsulent pas de la durabilité. Donc vous allez étudier tous nos investissements. Voilà. Et puis comme on n'a pas le temps de vous montrer, mais bon, j'espère que vous l'avez vu, j'ose espérer, la campagne que Yann Arthus-Bertrand a acceptée, c'est la première fois qu'il acceptait de shooter un film, une campagne publicitaire. C'est pas la première fois qu'il accepte de l'argent des entreprises, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parfois on me le dit. Ouais. Je dis non, mais une campagne de publicité, c'est bien la première fois. Pourquoi ? En raison des vertus et des bénéfices d'Aqua Allegoria, la collection de Cologne, qui pour la première fois dans l'industrie était formulée à base d'alcool bio, jusqu'à 95% de naturalité. Enfin, je ne vais pas refaire l'article complètement sur cette collection, mais voilà, il a accepté et sincèrement, ça a complètement reboosté toute la collection. Alors lui pense que c'est bien entendu grâce à son talent. Moi, je précise aussi que grâce à lui, et ça, c'est un cercle vertueux. Et Eric, tu citais tout à l'heure finalement les designers comme voix du luxe. Là, on a eu un artiste. Bon, c'est pas un artiste, c'est un artiste particulier. C'est un environnementaliste, c'est un militant. Eh bien, il a été aussi le porte-voix d'un énorme changement. Je me suis fait beaucoup d'ennemis pendant un petit moment chez Guerlain. C'est qu'il nous a dit très bien, mais votre campagne de communication, votre campagne de pub, on va la shooter en France. Je ne prends plus l'avion. On va la shooter en France. Et ce n'est pas forcément ce que notre directeur artistique avait prévu. Donc, il a fallu attendre plusieurs mois, qu'il y ait des fleurs, l'imaginaire donc de la collection Aqua Allegoria. On l'a shooté non pas en janvier, non pas en Afrique du Sud comme 2 ans auparavant, non pas avec 50 personnes qui ont pris l'avion, mais avec des personnes qui ont pris le train, y compris les mannequins, tout le monde. Et voilà, ça nous a permis, dans un premier temps, d'étudier l'empreinte carbone de ce shooting. Et ensuite, et ça je ne peux pas vous le dévoiler encore maintenant, mais ça nous a fait entrer dans un processus vertueux. Et c'est souvent ça aussi, hein, le développement durable, c'est qu'une fois qu'on communique, on ne peut plus revenir en arrière, ce qui me va très bien. Et donc on va calculer maintenant l'impact média, puisqu'il ne suffit pas non plus de calculer l'empreinte de sa campagne, il faut aussi
on étudiait les... non, médias aussi, c'est-à-dire quand moi je le pousse sur Instagram, quand on la pousse en print, qu'est-ce que ça représente aussi. Merci. Et puis aujourd'hui, on calcule tout. Il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. Je vais laisser d'abord la parole à Sonia. On se connaît de longue date et je suis toujours bluffée par ta veille et vraiment les cas inspirants que tu peux trouver, et notamment dans le retail, dans ton territoire de prédilection, qui est la Chine. Donc je te laisse commencer cette première cette partie sur l'expérience. Merci beaucoup Françoise et bonjour à tous. Merci Françoise encore une fois et Kantar pour votre invitation à partager ce moment avec vous. Donc nous sommes The V Factory Paris-Shanghai. Nous accompagnons les marques du secteur luxe, premium, lifestyle, secteur art également, dans toute la définition et mise en œuvre de leur stratégie omnichannel en Chine, mais également sur l'approche de la diaspora chinoise à travers le monde, de manière à engager cette clientèle très très exigeante. Nos équipes sont réparties en France et en Chine. Et nous sommes experts du luxe, de l'omnicanalité sur ce marché-là. Donc on va partir quelques minutes ensemble, l'autre côté de la planète, avec une autre approche totalement différente. Et l'idée, c'est de découvrir ensemble ce désir illimité de la Chine et des Chinois pour l'expérience qui est là-bas, sans limite, mais qui va toujours repousser les frontières. Que ce soit offline, online, la Chine mixe absolument les univers, les écosystèmes, les expériences pour le plus grand plaisir de ces consommateurs ultra exigeants qui veulent construire leur relation avec le luxe, qui s'en nourrissent et qui fait que le luxe est aussi un moyen d'exprimer qui ils sont. Et Eric parlait très justement tout à l'heure de cette notion d'apprentissage, de connaissance qui va définir en fait qui est cette personne, qui est la personne et ce qu'elle veut dire d'elle-même. Alors on va partir pour une première expérience de la très belle maison Martell. C'est une très belle expérience qui a été créée en collaboration avec le Powerlang Art Center à Xiamen dans le Fujian. Et c'est une très belle expérience qui va ici, qui est totalement offline, mais qui est supportée bien évidemment par le digital. Là, nous avons post et mini-programmes WeChat qui vont permettre de réserver cette expérience à double niveau. Premier niveau, plutôt access. C'est un tea time qui va être construit autour d'activités et de thématiques reliées à l'amour et à la tradition chinoise. Et le deuxième étage de cette expérience-là, c'est le Gourmet Theater, donc qui a été créé par la maison Martell, toujours en collaboration avec le Powerlang Art Center, où l'idée c'était de rassembler 5 grands chefs chinois. Chaque grand chef est associé à une dynastie chinoise. Ici, ce chef associé à la dynastie Han est sur la thématique de la route de la soie. Et ce grand chef exprime son talent, son savoir-faire de mise en scène de plats très floraux qui expriment en fait aussi la thématique reliée à la route de la soie. Donc vous voyez ces diverses créations. On a ici une expérience multidimensionnelle qui va mixer la gastronomie, l'art, le design, la culture chinoise. Aujourd'hui, l'expérience sans limite en Chine, elle va dans la profondeur de la connaissance de la culture chinoise. Les maisons ne peuvent plus se permettre de se limiter à ajouter l'animal du nouvel an dans une campagne. C'est terminé. On va sur la profondeur. Et c'est ce que l'audience en Chine attend. Deuxième expérience qu'on souhaitait vous partager, c'est Moet NC, donc NC, qui a créé à Shanghai, sur le Bund, le Blends Bar, qui est un écrin d'expérience qui propose un lifestyle très, très, très urbain, très trendy, etc. Et qui témoigne ici, je dirais, de la profondeur du type de collaboration, ou en tout cas le fait de ne pas avoir de complexe dans les collaborations qui sont mises en œuvre en Chine. Ici, le Blends by NC va créer cette collaboration, ce co-branding avec une marque chinoise de cosmétiques
qui s'appelle Six Gods, qui est une marque très connue en Chine, notamment pour un produit très particulier, qui est un produit anti-moustique. Ce produit anti-moustique, toutes les familles chinoises en ont. J'en ai même une chez moi. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer en plein été une expérience fraîche, estivale, qui va mixer la création d'un cocktail spécifique, blend et Six God. Donc le cocktail s'appelle Oh My Six God, qui reprend les codes de cette marque de cosmétiques, qui reprend les codes de la parfumerie, qui ajoute un mini ventilateur que vous voyez, des fruits extrêmement frais. Cette expérience, vous pouvez la vivre on-site, au Blends Bar. Vous pouvez également être livré chez vous par Meituan, qui est l'équivalent du Uber Eats en Chine. Et l'idée, finalement, c'est de créer cette expérience rafraîchissante pour les Chinois qui ne partent pas vraiment en vacances comme nous pendant des semaines au mois d'août. Mais la deuxième lecture, c'est quoi? C'est d'aller chercher une marque chinoise très ancrée dans la conscience populaire et d'aller réveiller les souvenirs d'enfance. Donc on est sur du nostalgia marketing, aussi très très relevant, si je puis dire, dans tout le trend Guoqiao qui est en Chine, où on va se connecter au savoir-faire chinois, à la culture, etc. Donc ici, un très bel exemple de collaboration que l'on voit ici sans complexe. Je pense que dans l'Occident, on n'irait pas jusque-là. Autre exemple, c'est la très belle maison Tiston. Tiston réinvente complètement les codes des maisons de thé chinoises. Les maisons de thé chinoises, jusqu'à il y a très peu de temps, n'étaient pas vraiment un sujet très trendy en Chine, plutôt lié aux anciennes générations. Le thé n'était pas, encore une fois, très trendy au lifestyle, et Tiston réinvente complètement ces codes. Alors, garde bien évidemment toute la partie savoir-faire liée à la préparation du thé, à l'expérience, etc., etc. Néanmoins, il va aller mixer tout un tas de codes empruntés au luxe. On a ici les codes de la parfumerie, on a ici les codes du spirits, très intéressant pour aller délivrer une expérience extrêmement esthétique, très lifestyle, qui va mixer les codes de l'esthétique traditionnelle chinoise. Vous voyez ici, par exemple, cette mini-expérience de dégustation où on a remplacé la fleur de chrysanthème que l'on met dans l'eau chaude en Chine par une autre type de fleur pour créer quelque chose de très, très esthétique. On réinvente tous ces codes. Et à l'instar des marques des maisons de spirits, Tiston va créer des occasions de consommation. Créer une occasion de consommation en Chine est une notion de convenience pour l'utilisateur. On lui met clé en main l'occasion de consommation. Ne te pose pas la question de savoir ce que tu vas consommer ou quand. Je te donne la solution. Tiston fait exactement ça. Elle crée, en fait, elle décline ces instants de consommation. Avec qui j'y vais? Mes amis, mon amoureux. Je mets en place aussi, je peux faire des business meetings. Je peux également travailler. C'est un écho à Starbucks qui a insufflé cette notion de travailler dans un espace au final de coworking. Et Tiston repousse encore la limite de l'expérience en créant cette tea cérémonie totalement immersive, ou en partenariat avec l'art concept Genesis, qui crée cette très très belle sculpture, va créer cette expérience multidimensionnelle avec de la danse, une projection 360 degrés artistique, également toute une scénographie et une chorégraphie autour de la cérémonie du thé. Donc vous voyez, ici, on part d'une première base et on repousse sans cesse la limite et la frontière de l'expérience. On va partir maintenant sur les sujets de shopping mall, department store, ici avec l'exemple de SKPS qui a été créé par SKP Beijing, que vous connaissez tous certainement, des top luxury malls au monde, 120 000 m² de surface commerciale, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
SKP Beijing, pour adresser la Gen Z, a créé SKPS. Format plus modeste, 35 000 m² de surface commerciale, ce qui est quand même pas mal, et qui a un format de curated retail. Curated retail où on sélectionne une approche très courte en termes de produits que l'on met en scène. Et dans cette même approche d'occasion de consommation, on facilite le choix de l'utilisateur dans son process de découverte et d'achat d'une marque, d'un produit, etc. Et SKPS va, au-delà de la sélection de marques et de produits, va également intégrer tout ce qui va avoir attrait à de l'art concept, art installation, technologie. Vous voyez ici une art installation qui a été mise en œuvre autour du sujet de la vie de l'homme et des animaux sur Mars quand nous aurons quitté cette planète, qui est un moyen assez astucieux de créer un lien avec les nouvelles générations et le grand public, parce que l'espace est un sujet clé en Chine qui a un très ambitieux plan de découverte et de conquête de l'espace. Alors, cette expo, elle a été soutenue au niveau techno par la mise en œuvre d'un HTML5 qui va permettre aux visiteurs, aux utilisateurs de venir interagir, découvrir avec cette art installation, ce HTML5 que l'on peut évidemment partager sur ces réseaux, notamment WeChat, pour inviter les personnes à venir découvrir cette art installation. Donc vous voyez, là on commence à voir aussi que les limites sont ténues entre le online, le offline, l'art, le retail, etc. Autre exemple, MXC à Shanghai, qui est une surface 68 m² commerciale, 48 m² de parc en plein cœur de Shanghai, assez extraordinaire, qui est très centré Gen Z, qui aujourd'hui propose, qui est évidemment l'expérience au cœur de ces activités, comme ici une expérience autour du outdoor, qui est une très forte tendance en Chine aujourd'hui, et qui va aussi, en partenariat avec UCCA Edge, excusez-moi, qui est un musée, un art center à Shanghai, créer en fait tout ce parcours artistique au sein même du parc, supporté par un mini-programme, et qui propose à travers ce mini-programme, d'aller explorer tout un tas d'expériences en AR pour le visiteur. Alors, je vois que je suis hors timing, je vais me dépêcher. Pardon. Quelques secondes encore. Alors, ici, l'idée, c'est de montrer quoi ? Que la Chine est extrêmement pragmatique dans l'intégration de sa vie existante. Ici, un social platform qui est Red, de Little Red Book, et qui va intégrer en fait son offre de digital collectible directement dans cette plateforme-là. Donc, on a une intégration des écosystèmes, on a l'intégration de l'usage dans cette plateforme sociale qui a l'audience et qui va permettre aux utilisateurs d'acheter le digital collectible et de l'utiliser directement sur la plateforme. Je passe donc mes exemples et je terminerai par celui-ci qui est le 3D Shopping Experience de Tmall, où vous allez pouvoir, dès la homepage de Tmall, pénétrer dans cet espace 3D Experience qui va vous permettre autant d'acheter du digital collectible que du produit réel, mais à travers des univers que l'on appelle Metaverse. Donc vous avez la possibilité de pénétrer dans divers univers à travers des portes. Vous voyez ici, donc je suis l'utilisateur, je rentre dans cette porte-là, je suis accueilli par une publicité pour la marque SK2 et je vais être mise en relation avec le produit, si ça veut bien fonctionner. Non ? D'accord. Ça y est, voilà. Je suis mise en relation avec le produit que je peux acheter directement, très facilement, en un clic. Et je vais pouvoir me balader d'univers en univers. Vous allez voir, on va basculer sur un autre univers d'un réalisme incroyable. Et je vais pouvoir acheter tout ce que je vois dans cet univers-là. Donc, on voit que la Chine a une autre approche de la mise en commun des écosystèmes, de l'expérience et qui fait évoluer les usages en permanence. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Désolée. Merci beaucoup, Sonia.
Merci pour tous ces exemples inspirants. Et maintenant, donc, nous avons notre expert shopper, Adrien Germain-Thomas, qui va vous partager quelques chiffres justement sur la dimension expérientielle à travers cette étude menée en Chine, aux États-Unis et dans quelques pays européens. So thank you very much. I'm going to do this one in English for part of our audience. This was an interesting one, right? We conducted some field work in October with our partner Altion, who's really focusing on targeting high net worth individuals and profiles. Thank you very much to the Altion team. You're present for your collaboration on this. And really our objective was to understand what is the behavior across luxury categories that you can see on the left-hand side of the screen across the path to purchase. How is it pre-store? How is it in-store? What is the role of online? What is the role of offline? And that kind of really blends in nicely towards what we were just hearing before, and Sonia was presenting us just before this presentation. So what's interesting to see at first is that on average, shoppers, so the top 5%, bought 6 categories or more of luxury items of the 9 that you saw on the previous slide in the past year. What's even more interesting is that on average, they spent, or 34% of them spent over $10,000 a year on each of the different categories that they bought. So 6 categories, over 10,000 categories per category. And what's even more interesting to all of you who are sitting here today, or at least you should be excited about that figure, that's the one on the right-hand side, which says that 65% of them tend and expect to spend more on these different categories over the course of the next year. So we're really seeing kind of our first insight is amidst a harsh macroeconomic context that we're hearing about every single day, we're still seeing a very enthusiastic groups, or at least not so concerned about the future and the future outcast in terms of spending. Of course, there's some disparities, and China, as you were saying earlier on, kind of trumps that ranking with expectation and forecasted expectation of spending that are higher than any of the other countries. UK is kind of lagging behind, maybe a little bit more impacted by some of those inflation and macroeconomic figures that we're seeing, but overall pretty resilient across the different countries. Now, what's also interesting, and we're asked, what were, of the different luxury categories, what were some of the categories that shoppers bought? And we're seeing kind of an evolution of the type of interest of those consumers. So we can see that China is very status-driven, so really kind of bags, jewelry, fine dining comes at the third. The US starts to be more experience-focused, kind of fine dining, luxury hotels, but still jewelry, important in the US. And then, as we moved to European countries, we see really the realm of a more experiential definition of luxury, where fine dining, luxury hotels, and prestige spirits and champagne are really the top categories preferred by the European crowds. Now, when it comes to those intention of spending, again, the good news is that intentions of spending are a plan to increase across the different channels, right? So certainly online will grow. So 35% of the respondents, 32% of the respondents said that they plan to spend more online, but the store also plays a critical role, and spending is planned to increase in store as well. But we see that those two different channels still play different roles along the path to purchase. So online still is a place of research, mainly occurs in the upper part of the funnel of the shopper journey, whereas the store is really more of a conversion place. And we see that the role of duty-free and tax store and tax-free store is on top of that list, most likely because high net worth individuals travel a lot, so duty-free is a very convenient way to access luxury goods.
a few quotes that we thought would kind of illustrate the purpose of luxury. So we like this French woman, right, which really lived a rare moment. She said, okay, so we talked about Piaget. She was in a Piaget store in London. She wanted to buy a watch, looked at the watch, and who walks in at the same time? George and Amal Clooney. Oh, okay, that's a rare moment, right? Not only am I getting a watch, but I'm also seeing George and Amal that are walking in the store at this time. And what she was most amazed by is the fact that she was treated exactly the same way as George and Amal. So this was really something that felt rewarding. She felt that, oh, if I go there in that store and I'm treated the same way as someone so well known as them, then that's really a unique experience I'll remember for the rest of my life. We know that also the notion of holistic moments are something that are very important in the journey for consumers. And so, for example, this French woman says, I prefer Louis Vuitton with its innovative design, full of experiences, exquisite craftsmanship, long history, covering a wider range of area, and its use of synthetic leather. It's everything you can think about when you buy a luxury goods. She really encapsulated it all and really has kind of this holistic experience and relationship with the product that she's purchasing. And finally, so we talked about rare moments, holistic. The last one would be there's a notion of celebration. There's something celebratory about luxury, and you engage in the luxury category. So this British man said, I did a cognac tasting experience of Hennessy in Las Vegas, Mandarin Oriental, overlooking the Strip. People were gambling. It was paired with chocolate. It was an unforgettable and exquisite experience. There's really this notion of something that's a high moment of celebration linked to the brand. So this is for some first kind of teasing moment. My colleague Nelly will give us a bit more in an instant, but first I'm glad to receive Emilia Simonen, who's joining us from Moët Hennessy, and to kind of help us understand how these kind of findings are brought to life in your organization, Emilia. So thanks for joining us. Thank you Maybe my first question to you is, how does that recession-proof environment and that plan increase spending? Is this something that you're also witnessing in your industry? Yes, and I think hello everybody, a lot of my colleagues in the room, a lot of LVMHs. Yes, I think to quote Bloomberg, it's a quote I like, especially for the older ones among us, Prince fans. There's a headline that they've published recently around the rich spending on luxury goods like it's 1999. Interestingly, the same day that the IMF posted a warning that there's dark economic times coming, all of our companies posted really strong sales the same day. So there is a very, very strong disconnect between the luxury audience and the general economy. And how critical is it to you to understand the shopper journey in your strategies? Yeah, so I'll speak for Moët Hennessy. The shopper journeys are extremely critical for us, and mainly because the high net wealth individuals are all behaving very differently. Within the wealthy segment, there are different tribes and different subsegments. And essentially, although we collectively group, their lifestyles and what they crave as they crave experiences, they crave socializing, and then our category experiences are very, very sensorial. They like experimenting, but how these behaviors play out are different, and therefore all of their shopper journeys are different. And we need to understand those different shopper journeys because we really need to be able to connect with each of them so that we can build desirability and longer lasting relationships. And how does it help you better activate? How does that knowledge help you better activate your brands? Yeah, so activation is really, really important for us, and I'm going to sound a bit cliche, but it's really about enabling us to have the right message, or the right in the right channel, targeting the right consumer for the right occasion. And our occasions are very varied for those that work in prestige wine and spirits. And so for us, it's how we activate is going to change. And there's something very, very specific, I guess, in terms of luxury versus mainstream, because what I'm describing sounds very mainstream, but where luxury is different, and all of you will know, it's very much about the story and the history, and it's the history that our consumers are buying. It's the savoir-faire, particularly for a lot of the French companies. And so how we, how we communicate this message is going to change across our different channels. And precisely, so how do you translate that luxury experience across the different channels?
Yeah, so I guess it's consistency. So Moët Hennessy is quite unique in that we're a B2B business, and yes, there's some exceptions. We have some direct-to-consumer channels, and some of my colleagues are in the room. But for the most part, we're B2B, and so we rely very much on building very strong strategic partnerships with our customers, so be it the on-premise or the off-premise. And I guess that consistency, again, is just about bringing through that story and the heritage about our brands, and bringing all of that to life. And I guess for us, the two biggest channels we have are the on-premise and retail, of course. And the on-premise plays a really important role for us because often our consumers are introduced to our brands in the on-premise, and therefore we very much recruit in this channel. And it's very much a discovery channel. If you're lucky in LA, you'll see Lady Gaga DJing at an event. So it's very, very experiential, and we focus a lot of activation in this channel. Whereas retail's a little bit different. Retail is usually a known brand, unless you're really lucky and you're in a store and they let you taste a 5,000 euro bottle of Dom Perignon. Very unlikely. So it's usually a known brand, and it's there we focus our execution strategy very much on maintaining that consistency and making sure it's still a luxurious experience. But also in the retail environment, it's very much about this shopper journey, about making the shopping experience enjoyable. And a lot of my colleagues in the room who own boutiques will know this, and making sure it's seamless throughout. And what is the role of online in all that mix of channels? Yeah, so online's a really interesting one for us because it's changing. It's an accelerating channel. But to quote our VP of e-business, Ken Kralik, for those of you that know him, the internet for us is very much a bridge between the stores. It's very much a discovery channel. And if we can get that physical, digital partnership correct, it can really, really strengthen the brand's connection and relationship with our customers. We've seen an acceleration in the channel, as I mentioned, and for us, we're seeing the channel change or grow its role as conversion as well. Over the last decade, we've seen a lot of younger, wealthy, high-net individuals that have come up, a lot of them self-made, a lot of them concentrated in Asia, as our colleague was just talking about. And so for us, we're seeing that for this consumer, this channel provides convenience. They don't like to line up on the street. And they're very digital savvy, and they are very digital native, so they find it plugs more organically into their lifestyle. And so finally, I would say, as you look to the year ahead, what would you say are your main challenges in terms of? Our number one challenge is probably being able to satisfy this appetite people have for luxury products. We don't have enough. It takes a long time to age prestige champagne. But probably the other two for me would be around continuing to elevate the digital experience in the online space, continuing to do better and better at the content we build in online, I guess, and being able to really bring the brand's DNA to life in this environment. And the last one would be retail. Again, retail for us, where we don't control that touch point, is very much around bringing the sensorial experience. And I think we have some pictures playing. We've done some initiatives ourselves where in Hong Kong, in Hainan, in China, we've opened our very first boutique for Hennessy, where there's a sensorial bar and you get to sit and taste and feel the product, which you don't normally get in retail. So that would be the things that we are focusing on. Fantastic. Thank you very much, Emilia. Nous arrivons à notre dernière partie. Nous sommes dans les racines là, de notre arbre et de notre tour Eiffel sur les études fondamentales. Et nous allons vous partager avec Nelly Papadayottou, qui est notre experte brand stratégie, les résultats de l'étude menée avec notre partenaire Altion. Merci Françoise, surtout qu'il y avait un petit challenge entre nous sur la prononciation de mon nom et elle l'a très très bien fait, donc merci pour ça. Et bonjour à tous, donc moi je vais vous donner les autres insights très fournis que nous avons tirés de l'étude Altion et encore une fois merci à toute l'équipe Altion. Donc comme vous l'a mentionné Adrien, l'industrie du luxe est dynamique et cela est vrai quelles que soient les catégories que nous avons étudiées. Mais certains secteurs, certaines catégories cristallisent tous les désirs et vont profiter d'autant plus de cette croissance annoncée. Alors, quels sont-ils ?
Quels sont-ils? C'est pour ménager le suspense. Voilà, les voilà. Donc, ce sont les catégories dites expérientielles qui devraient croître le plus en 2023. Donc, nous avons en première position l'hôtellerie de luxe, suivie par les restaurants gastronomiques, les spas et les instituts de beauté. Donc, ces désirs font naturellement écho à la période post-confinement que nous vivons tous depuis quelques temps maintenant. Mais au-delà de ces catégories, comment tirer parti de ces envies de dépenses au profit de vos marques? Il va s'agir de s'appuyer sur les motivations qui les sous-tendent. C'est pour ça que nous avons réalisé, donc chez Kantar, une étude qui va venir du coup identifier tous les clusters de désir auprès de cette population d'affluentes. Et quel que soit finalement le positionnement de vos marques, leur cible ou leur ambition, vous pourrez jouer sur une ou plusieurs de ces motivations profondes. Je vous propose de les découvrir. Alors, quelle que soit leur origine géographique, leur genre ou leur âge, les personnes que nous avons interrogées se regroupent autour de 6 clusters de désirs transversaux. On peut tout d'abord être en recherche de découverte, aimer apprendre, aimer découvrir et expérimenter de nouvelles choses. On peut aussi être en recherche d'attention, aimer être vu, aimer être reconnu, aimer être remarqué et influencer les autres. Vient ensuite la recherche de statut, avoir réussi dans la vie et ne pas vouloir s'en cacher, au contraire, vouloir le montrer. Le 4e territoire de désir est celui de l'exclusivité. Là, il va s'agir d'aimer la discrétion, aimer la rareté des initiés et fuir l'ostentatoire. Vient ensuite la recherche d'héritage, favoriser le savoir-faire, favoriser les traditions, favoriser l'intemporel. Et pour finir, le désir d'authenticité, être engagé, favoriser le retour à l'essentiel et souhaiter que ses choix reflètent ses valeurs. Alors, chacun de ces clusters demande à être adressé de manière différenciée par les marques, et ce pour pouvoir coller au mieux des attentes des clients. Alors, voici quelques exemples qui montrent comment cela prend forme dans la bouche des personnes que nous avons interrogées. Prenons un premier exemple, celui des personnes en recherche de découverte. Elles vont être, de leur côté, particulièrement attentives au caractère innovant des marques qu'elles considèrent. Elles vont aussi favoriser les marques dites d'avant-garde, qui sortent des codes habituels, tout en conservant bien sûr les codes du luxe. Si l'on prend un deuxième exemple, les personnes en recherche, alors le deuxième exemple, c'était en recherche de statut, tout à fait. Les personnes en recherche de statut, elles vont de leur côté plutôt favoriser les pièces iconiques, les marques connues de tous et reconnues pour leur dimension prestigieuse, qui va venir du coup appuyer sur leur succès, à la fois personnel et professionnel. Et là, on a un très joli exemple de verbatim sur le logo H d'Hermès. Dernier exemple, prenons les personnes en recherche, cette fois d'authenticité. Pour ces personnes, il va s'agir avant tout de faire des choix qui sont des choix raisonnés, qui vont être alignés avec leurs valeurs. Ce sont aussi ces personnes qui vont en priorité regarder l'impact environnemental des marques qu'elles achètent, et elles vont favoriser du coup les marques qui ont des convictions et des idéaux, tout comme elles. Et là, on a eu un joli exemple de verbatim vis-à-vis de Tesla, qui pour cette personne-là allie plaisir de conduite et du coup respect de l'environnement. Pour coller un peu à l'actualité qui est très très riche en ce moment, on a décidé de faire un petit focus spécifique sur les innovations liées à la blockchain. Donc le premier constat, c'est que globalement, en termes de notoriété, tout le monde connaît, plus ou prou, du coup, la crypto-monnaie, les NFT et le métaverse, ça ne pose pas de problème. Par contre, l'usage va varier en fonction des clusters. La crypto-monnaie, par exemple, va être plus le fait des personnes en recherche de découverte, parce que naturellement plus aventureuse, mais aussi naturellement plus ouverte au risque. Quand on parle après du métaverse, là, l'usage va être plus répandu auprès des personnes en recherche d'attention, parce que ce sont les plus communicantes de nos clusters, et donc elles y voient un attrait additionnel sur cette plateforme, cette nouvelle plateforme de communication. Enfin, concernant les NFT, l'usage va être lui la plus répandue chez les personnes en recherche de statut,
parce que cela leur permet d'acheter des œuvres inédites ou des objets en quantité rare, limitée, et ça va permettre d'appuyer leur réussite. Pour finir, on s'est posé la question du poids finalement de chacun de ces territoires. Le premier constat, c'est que chacun de ces territoires est significatif et transversalement représenté sur les 3 continents que sont la Chine, l'Europe et les États-Unis. Cependant, un des territoires se démarque par sa taille, c'est le territoire de la découverte, et ce qui met bien en avant le fait que l'innovation et la surprise dans le secteur du luxe sont essentielles pour entretenir le désir. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre événement. Je voulais juste vous remercier parce que c'était un peu long mais dense, j'espère intéressant pour vous. Vous dire également que voilà, 2 petits contacts pour toutes les questions pratiques. Vous pouvez joindre Marina. Pour toutes les questions sur le contenu, pour des rendez-vous, vous pouvez me joindre. Nous étions vraiment enchantés de vous recevoir ce matin. On vous a expliqué, c'est un peu le coup d'envoi de beaucoup de rendez-vous, de webinars, et donc on espère vous revoir très bientôt. Merci à tous. Je vous invite, si vous voulez, reprendre un petit jus de fruits, et également, si vous avez envie de retenter l'expérience avec Mira, c'est spectaculaire. Merci à tous.